le gouvernement camerounais et le secteur privé essayent de temps en temps de dialoguer. Mais les meilleurs exemples de réussite que j'ai vus, c'est là où on a mis en place des mécanismes permanents de consultation entre le secteur public et le secteur privé. Comme je l'ai dit à maintes reprises, il serait souhaitable que pour la mise en œuvre des réformes, notamment au niveau de l'environnement des affaires, le secteur privé est le mieux outillé pour savoir les contraintes auxquelles il est confronté. Qu'il s'agisse au niveau fiscal, de la main-d'œuvre, de la facilité, des problèmes d'énergie, des problèmes d'électricité ou même des problèmes de gouvernance. Donc, pour résoudre ces problèmes, il faudrait que l'État et le secteur privé se mettent ensemble. On a mis en place des mécanismes de consultation ici, notamment, je pense, auprès de la primature à une époque. Mais la manière la plus efficiente que ça fonctionne dans les autres pays, c'est qu'une fois qu'on a mis ce mécanisme en place, il faut définir ensemble le plan de travail. Où est-ce qu'on veut aller ensemble? Et un horizon. C'est-à-dire, on peut se dire, sur les 3 à 5 prochaines années, voici le calendrier de réforme à faire. On laisse faire le travail technique au niveau des fonctionnaires et des représentants du secteur privé et on présente ça à la haute hiérarchie pour discussion et arbitrage par les plus hautes autorités. Je pense que si on prend les inputs, le travail du secteur privé, on aura des réformes où il y aura plus d'appropriation et plus d'efficacité. Le deuxième point sur les relations entre l'État et le secteur privé, c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas spécifique au Cameroun. Nos États ne soutiennent pas suffisamment le secteur privé national. Dans tous les pays au monde, qu'il s'agisse des États-Unis et des pays européens, l'État, le gouvernement, est le principal promoteur de son secteur privé. Même quand le président Macron, le président américain voyage, ils vont avec leurs entrepreneurs, ils vont leur ouvrir des marchés. Il faudrait que nous ayons ce type de démarche aussi, ou sur des grands projets. Moi, j'aimerais avoir dans nos pays, comme j'ai vu, je suis content de l'expérience de l'Éthiopie, où j'ai vu que le gros des entrepreneurs nationaux sont des entrepreneurs nationaux. Quand ils investissent dans un secteur et qu'ils s'enrichissent, ils sont encouragés à investir dans d'autres secteurs. Ça permet la création d'emplois, ça permet la redistribution de richesses. Je ne dis pas qu'on puisse chasser les entrepreneurs étrangers, mais autant on doit les attirer, autant on doit encourager nos propres entrepreneurs. Je veux une masse critique d'entrepreneurs nationaux dans nos pays. Et par contre, une fois qu'on leur a fait confiance, il faut être exigeant. Il faut une exigence au niveau de la gouvernance, au niveau des résultats. Il est hors de question qu'on transfère des monopoles à quelques individus qui, en retour, n'apportent pas grand-chose à la collectivité. On doit les soutenir pour s'enrichir, pour réinvestir dans notre pays et créer des emplois. Je pense que pour dire les choses de manière simple, le président de la République n'a pas pour vocation ou mandat primordial de recevoir le président du patronat. Ce n'est pas une rencontre d'individu à individu. Le devoir des autorités ou du président de la République, c'est de mettre en place des mécanismes qui permettent que le président du GICAM puisse se réunir avec le gouvernement. Donc une rencontre directe avec le président, il pourrait se rencontrer, il n'en sortirait pas grand-chose. Le plus important pour le patronat, c'est qu'on mette en place des mécanismes permanents où ils puissent poser leurs problèmes auprès des autorités. C'est une question très, très difficile. J'ai eu beaucoup d'espoir après que le Cameroun soit sorti des programmes d'ajustement, après 20 ans d'ajustement, qui ont été une période très dure pour notre pays.
J'avais l'occasion à cette époque de présenter les dossiers du Cameroun au FMI. Donc on a fait l'ajustement de 86 à 2006 avec des coûts sociaux énormes. On a des gens qui ont perdu des emplois, on a fermé beaucoup de nos entreprises et je croyais qu'on avait tiré les leçons de 20 ans d'ajustement. Malheureusement, entre 2006 et maintenant, les prix des matières premières avaient augmenté, on avait réduit la dette et cette bouffée d'oxygène n'a pas été utilisée à bon escient. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de retomber dans les programmes. Mon principal message par rapport à ça, c'est le premier, c'est qu'on est retourné dans les programmes du FMI. Il faut les faire de manière sérieuse, il faut réduire le train de vie de l'État, faire les réformes de manière sérieuse pour ne pas rester de manière durable et permanente sous les programmes d'ajustement. On doit se fixer notre propre cap et surtout arrêter l'endettement. Parce qu'il y a un président américain qui disait que la meilleure manière de conquérir un pays, c'est soit par la guerre, soit par la dette. Si nous sommes endettés auprès du FMI, nous ne pourrions pas mettre en œuvre la stratégie nationale de développement 2030. Parce que les programmes du FMI ont pour vocation de nous amener à rembourser la dette extérieure. C'est des programmes d'austérité. Or, nous, le programme de développement, on veut diversifier l'économie, on veut créer des emplois pour la population. C'est incompatible avec ce que j'ai vu dans les programmes actuels du FMI. Donc, mon message, il faut être sérieux dans les programmes. Le deuxième message, c'est que notre pays doit restaurer la méritocratie, le choix des hommes. Le choix des hommes. Nous avons un pays qui a beaucoup de potentiel. Il faut mettre dans nos principales institutions les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et puis avoir des mécanismes de contrôle avec une exigence de résultats. L'autre point aussi que je vois, nous avons une jeunesse dynamique. Nous avons le devoir de créer des opportunités pour nos jeunes hommes et femmes. On doit encourager, mettre en place des pépinières d'entreprises, encourager nos jeunes et leur donner plus d'opportunités. Sur l'histoire de l'euro en Afrique de l'Ouest, vous savez qu'il y avait un effort de la part de la CEDEAO de mettre en place une monnaie commune qui incluait le Nigeria, les pays non membres de l'UEMOA. Pendant que cet effort était en cours, il y a un deuxième effort, une deuxième action qui a été mise en œuvre, mais cette fois-ci limitée au niveau des pays de l'UEMOA, pour mettre en place une monnaie unique qu'on a appelée l'ECO. Ce qui est un peu gênant dans cette démarche, c'est que, il aurait été souhaitable que toute l'Afrique de l'Ouest se mette ensemble avec le grand Nigeria pour avoir sa monnaie commune et travailler pour une intégration économique et financière réelle, avec une liberté de circulation des biens, des services et plus d'échanges. N'oubliez pas que quand on fait des projections, l'Afrique, c'est l'avenir de l'Afrique. Et la zone CEDEAO est l'une des principales zones en termes de marché. Donc, elle doit s'organiser pour s'intégrer davantage. Mais les limites de la nouvelle monnaie qu'on est en train de créer au niveau des pays de l'UEMOA, malheureusement, n'inclut pas le Nigeria. Mais l'autre désavantage aussi, c'est qu'elle a les mêmes travers que ce qu'on avait avec l'ancien franc CFA. C'est-à-dire, les principaux mots du franc CFA, c'est qu'avec la fixité par rapport à l'euro, ça nous empêchait de diversifier nos économies. Parce qu'on a de l'argent facilement pour importer, on a des coûts élevés.
L'autre faiblesse aussi, c'est qu'au niveau de la fuite des capitaux, le libre transfert des capitaux fait que le gros de notre épargne est pompé, elle est reversée vers les pays européens. Ce qui fait que la dynamique qu'on a dans le reste du monde, où on dit que la consommation des gens permet d'alimenter les profits des entreprises, ces profits sont réinvestis sur place pour créer des emplois. Nous, les profits repartent en Europe. Et les pays les plus affectés par cette fuite des capitaux, vous avez des pays comme la Guinée équatoriale, où du fait, comme la Côte d'Ivoire par exemple, elle est très affectée par cela. Donc, pour me résumer, on a les mêmes travers qu'avant, c'est-à-dire on garde une monnaie qui reste forte, il y a notre épargne qui s'en va à l'étranger. Et mon souhait aurait été de sortir de la parité, du système de parité fixe. C'est une question que j'ai beaucoup à cœur. N'oubliez pas que lorsqu'on parle du CFA aujourd'hui, les professeurs comme le professeur Twinjan ont été les précurseurs du débat sur la réforme du franc CFA. Et c'était une époque où le Cameroun était encore le centre intellectuel de l'Afrique francophone, avec les professeurs Ngango, Mélonnet et tout le reste. Quand je vois aujourd'hui que le débat sur la réforme du franc CFA est plus animé en Afrique de l'Ouest, au Togo notamment, j'ai mal. Et cela nous interpelle au niveau de l'Afrique centrale, pour que nous nous organisions pour réfléchir sur notre devenir en commun, sur la monnaie que nous voulons avoir ensemble. Mais cela étant, nous n'avons pas les mêmes problématiques que les pays d'Afrique de l'Ouest. Eux, ils ont avancé dans une convention avec la France. Nous, ici, au niveau de la zone CEMAC, les discussions restent en cours. La situation est plus compliquée parce que nos pays sont des pays exportateurs de pétrole. On a été davantage touché par la chute des prix du pétrole et la crise du Covid, qui fait que les devises au niveau de la CEMAC, le niveau de devises a baissé, avec des risques potentiels de dévaluation. C'est pourquoi les gouvernements font des efforts avec l'appui de la Banque mondiale. Mais il est temps qu'au niveau de notre région, qu'on réfléchisse ensemble sur quel type de coopération on veut au niveau quel type de monnaie on veut pour nous et quelle relation avec nos partenaires étrangers.